Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et je vous en remercie. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire à ce dimanche du 12 janvier 2025, l'Éthiopie et la Somalie scellent officiellement leur réconciliation après des mois de tension et de brouille. Le chef de l'État somalien a été reçu samedi avec les honneurs à Addis Abeba. L'ONU accusait les rebelles congolais du M23 de perturber le marché des minerais par des exportations illégales vers le Rwanda. Un groupe d'experts a publié un rapport ciblant notamment les mines de Rubaya, contrôlées par le mouvement soutenu par Kigali. Le Mali et le Soudan s'engagent à coopérer dans le domaine notamment de la sécurité. Le chef du Conseil souverain soudanais a effectué ce week-end un déplacement bien remarqué à Bamako. Le nouveau président ghanéen est entré officiellement en fonction lundi. John Dramani Mahama s'est engagé à stimuler l'économie et à créer des emplois. Bienvenue encore. Le bureau du président somalien a publié samedi une déclaration confirmant la visite de Mohamed à Addis Abeba à l'invitation du dirigeant éthiopien. Les discussions avec les dirigeants éthiopiens visent à renforcer les relations bilatérales et à faire progresser les priorités communes. Selon le communiqué, l'Éthiopie et la Somalie ont conclu un accord diplomatique le 11 décembre, appelé Déclaration d'Ankara, à la suite d'un conflit diplomatique houleux déclenché par un accord controversé d'accès maritime entre l'Éthiopie et la région somalienne séparatiste du Somaliland. L'Éthiopie a signé un protocole d'accord le 1er janvier 2024 avec le Somaliland, lui permettant de louer 20 km de front de mer pour 50 ans en échange d'une reconnaissance diplomatique, ont indiqué des responsables du Somaliland. Dans le cadre de la déclaration d'Ankara, négociée par le président turc Recep Tayyip Erdogan, les dirigeants de la Somalie et de l'Éthiopie ont réaffirmé leur respect et leur engagement mutuel envers la souveraineté, l'unité, l'indépendance et l'intégrité territoriale de chacun. En outre, les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour finaliser des arrangements commerciaux mutuellement avantageux par le biais d'accords bilatéraux, y compris des contrats, des locations et des modalités similaires qui permettront à la République fédérale démocratique d'Éthiopie de bénéficier d'un accès fiable, sécurisé et durable vers et depuis la mer sous l'autorité souveraine de la République fédérale de Somalie. Dans les rues d'Addis Abeba, des photos du dirigeant somalien ont été affichées sur des panneaux électroniques dans les rues principales. Bienvenue au président Sheikh Mohammed est écrit sur l'une des photos. Les drapeaux de la Somalie et de l'Éthiopie flottaient. Les routes menant à l'aéroport de Bole, au palais, étaient gardées par la police fédérale éthiopienne. La Somalie a déclaré que la visite du président, qui est la première depuis qu'il a été empêché d'entrer au siège de l'Union africaine en février 2024 par les forces de sécurité éthiopiennes, s'appuie sur l'accord d'Ankara. En avril, la Somalie a expulsé l'ambassadeur éthiopien Mukhtar Mohamed Diwar, alléguant une ingérence interne de la part de l'Éthiopie. En octobre, la Somalie a déclaré persona non grata un conseiller travaillant à l'ambassade éthiopienne à Mogadiscio et lui a ordonné de quitter le territoire. La Somalie a également ordonné la fermeture des consulats éthiopiens au Somaliland. Dans un communiqué conjoint publié samedi soir, les deux dirigeants ont déclaré qu'ils étaient convenus de restaurer et renforcer leurs relations bilatérales grâce à une représentation diplomatique complète dans leurs capitales respectives.
Le chef de l'opposition mozambicaine, Venancio Mondlane, est rentré dans son pays jeudi après avoir fui dans les jours qui ont suivi les élections âprement contestées d'octobre qui ont déclenché des manifestations au cours desquelles de nombreux manifestants ont été tués. Mondlane a affirmé que le scrutin du 9 octobre 2024 a été truqué et a appelé ses partisans à descendre dans les rues. Une forte présence de la police anti-émeute a été ressentie dans les zones entourant l'aéroport international de la capitale Maputo, où des milliers de personnes se sont rassemblées pour accueillir l'opposant. Après avoir émergé du bâtiment de l'aéroport, une vidéo montrant Mondlane agenouillé au sol avec une Bible à la main, acclamée par ses supporters, a circulé sur les réseaux sociaux. Il a commencé à prier et a juré de servir le peuple du Mozambique en tant que président élu par le peuple et non par un tribunal, une allusion au Conseil constitutionnel qui a déclaré le Frélimo parti au pouvoir vainqueur des élections. Dans ses premières déclarations, l'opposant a déclaré qu'il était prêt à discuter de la manière de résoudre les tensions. Je suis ici en chair et en os pour dire que si vous voulez négocier, je suis là, a-t-il déclaré. Les manifestations se poursuivent sporadiquement depuis plus de 2 mois et le retour de Mondlane pourrait jeter de l'huile sur le feu. Une attaque contre le complexe de la présidence tchadienne déjouée mercredi par les forces de sécurité a été menée par une bande désorganisée d'hommes ivres brandissant des couteaux et des machettes qui ont été facilement neutralisés, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Des rafales et des coups de feu ont retenti mercredi soir près du bureau du président N'Djamena, la capitale, alors que l'armée bloquait les rues environnantes. Le gouvernement a déclaré plus tard que les forces de sécurité avaient déjoué une tentative de déstabilisation du pays et que la situation était totalement sous contrôle. Dans une interview ultérieure à la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement, Abdelrahmane Koulamala, a déclaré qu'un groupe de 24 assaillants portant des couteaux et des machettes qui semblaient sous l'influence de l'alcool et de drogue s'étaient rendus à l'entrée de la présidence dans un ou deux véhicules qui semblaient en panne. Il a déclaré qu'ils étaient descendus de cheval et avaient poignardé les 4 gardes présidentiels qui tenaient l'entrée, tuant un d'entre eux et blessant 2 autres. Le groupe s'est ensuite rendu sur une courte distance jusqu'à la présidence avant que les gardes n'ouvrent le feu, tuant 18 personnes et arrêtant les 6 survivants, a déclaré le porte-parole du gouvernement. Il a indiqué que le procureur fournirait plus tard des détails, mais qu'il ne s'agissait probablement pas d'un acte terroriste. Toujours au Tchad, le parti au pouvoir a remporté la majorité des voix lors des élections législatives du mois dernier, boycottées par la principale opposition selon les résultats provisoires. Lors de ce qui constitue la première élection parlementaire au Tchad depuis plus d'une décennie, le parti au pouvoir, le mouvement patriotique du salut, a remporté 124 sièges sur 188, tandis que le taux de participation était de 51,5% selon les résultats provisoires annoncés samedi soir par Ahmed Bartiré, président de la commission électorale. Les élections législatives, qui comprenaient également des élections régionales et municipales, ont été présentées comme la dernière étape de la transition du pays vers la démocratie après l'arrivée au pouvoir de Mohamed Idriss Déby en tant que dirigeant militaire en 2021, après le décès de son père. Les Comores ont organisé dimanche des élections législatives que certains dirigeants de l'opposition se sont engagés à boycotter, accusant le président Azali Assoumani et son parti au pouvoir
d'adopter une position de plus en plus autoritaire et soulevant des inquiétudes quant à la transparence du scrutin. L'élection d'une journée décidera des 33 sièges de l'Assemblée législative. Les résultats sont attendus la semaine prochaine selon la Commission électorale nationale. Environ 330 000 personnes sur une population de 850 000 habitants dans l'archipel de l'océan Indien sont inscrites sur les listes électorales, a indiqué la Commission électorale. Cependant, les partis d'opposition ont déclaré qu'ils s'attendaient à une faible participation, invoquant leur désaffection à l'égard du processus démocratique. Le parti du président, la Convention pour le renouveau des Comores et ses partenaires de la coalition ont remporté 20 des 24 sièges en lice lors des dernières élections législatives de 2020. Les rebelles de l'Est de la République démocratique du Congo ont exporté frauduleusement au moins 150 tonnes de coltan vers le Rwanda l'année dernière, entraînant la plus grande contamination de la chaîne d'approvisionnement en minerais de la région des Grands Lacs jamais enregistrée, ont déclaré des experts de l'ONU dans un rapport. Ces flux ont commencé après que le mouvement M23 s'est emparé de la région de Rubaya qui produit des minerais utilisés dans les smartphones et les ordinateurs à la suite d'intenses combats. C'était en avril 2024. Le contrôle exercé par le M23 sur les voies de transport reliant Rubaya au Rwanda a conduit à un mélange des minerais de Rubaya avec la production rwandaise, a déclaré le groupe d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU dans le rapport publié mercredi. Écoutons d'ailleurs à ce propos la réaction de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner. Le rapport du groupe d'experts, qui fait plus de 162 pages, parle d'environ 150 tonnes de coltan qui ont été exportées frauduleusement vers le Rwanda, 150 tonnes. À Rubaya, plus de 10 000 personnes qui travaillent dans l'extraction artisanale sous une administration imposée par la coalition justement des RDF et du M23. Et cette coalition qui prélève des taxes allant jusqu'à 7 $ par kilogramme de coltan ou 4 $ par kilogramme sur l'étain, générant au moins 800 000 $ par mois. Donc comme je le disais, ce rapport est extrêmement accablant par rapport au Rwanda et nous montre à quel point justement cette campagne est une campagne qui n'a rien de noble, qui n'a pas du tout pour vocation de protéger quelconque population congolaise, des populations qui elles sont toutes protégées par l'État congolais, mais que c'est une campagne d'expansion, une campagne d'occupation et une campagne de pillage. John Dramani Mahama a prêté serment pour un second mandat en tant que président du Ghana mardi lors d'une cérémonie dans la capitale Accra, s'engageant à surmonter le mécontentement du public en stimulant l'économie et en créant des emplois indispensables. Le chef de l'opposition, âgé de 66 ans, a remporté l'élection présidentielle du 7 décembre 2024 avec une large marge pour organiser un retour politique dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, deuxième producteur mondial du cacao. Il remplace Nana Akufo-Addo qui a démissionné après 2 mandats, poursuivant ainsi la tradition démocratique du Ghana dans une région en proie à des coups d'État militaires et à des insurrections djihadistes. Plus de 20 présidents et chefs d'État du monde entier ont assisté à la cérémonie sur la place de l'indépendance d'Accra, théâtre des investitures présidentielles ghanéennes depuis que Kwame Nkrumah a prêté serment il y a plus de 60 ans. Nous sommes un peuple frappé par des crises et des difficultés économiques, mais il y a de l'espoir à l'horizon, a déclaré le président Mahama dans un discours sur l'acclamation des milliers de partisans. The ambition will drive our policies as we strive to create an inclusive, equitable society where everyone has a seat at the table. Our vision hinges on the introduction and implementation of a 24-hour economy. We envisage
an innovative and vibrant 24-hour Ghanaian economy, which will also be anchored in agriculture and agribusiness. This innovative approach would unlock potentials that have long remained dormant, enabling us to harness the energy and creativity of all our people. Just imagine a Ghana where our markets are alive and bustling at all hours of the day, with responsive public services accessible at all times, such that businesses can operate flexibly to meet the diverse demands that they are subjected to. Suite à la pandémie du Covid-19, à une crise du coût de la vie, à un plan de sauvetage en cours du Fonds monétaire international et à un défaut de paiement de la dette souveraine, l'économie du Ghana a renoué avec la croissance. Mais Mahama, le président Mahama, est sous pression pour tenir rapidement ses promesses de campagne visant à réduire le chômage élevé des jeunes et à éradiquer la corruption enracinée de problèmes qui ont alimenté la méfiance à l'égard du système politique du pays. Dans son discours, le président Mahama a déclaré que son nouveau modèle économique serait ancré dans l'agriculture et l'agro-industrie qui créerait des emplois pour les jeunes, stimulerait l'industrie locale et attirerait des investissements étrangers. Le président de transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, a effectué ce week-end, samedi et dimanche, une visite bien remarquée à Bamako, au Mali. Il a été reçu, bien entendu, par son homologue, le général Assimi Goïta. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens dans le salon d'honneur du pavillon présidentiel. Ce séjour du président du Conseil souverain soudanais s'inscrit, selon la communication officielle, dans le cadre des échanges d'expériences entre les forces armées et de sécurité des deux pays, du renforcement de la coopération sécuritaire et du raffermissement de la coopération bilatérale entre Bamako et Khartoum, qui vivent toutes les deux une période charnière de leur histoire respective. Les questions de coopération économique, universitaire et bien d'autres ont été touchées. Elles feront l'objet de discussions approfondies lors d'une prochaine session de la commission mixte des deux pays. Les présidents Goïta et al-Burhan ont également eu une convergence de vues sur la situation politique d'ensemble du continent africain avec ses multiples foyers de tension dans un contexte d'émergence des mondes multipolaires. Le Mali aujourd'hui et le Soudan sont deux pays en processus de transition qui font aussi face à des défis sécuritaires importants, qui sont aussi dans des régions qui font face aussi à un certain nombre de fragilités politiques et sécuritaires. Donc ça, c'est du côté vraiment des similitudes. Les deux pays veulent travailler pour renforcer les liens diplomatiques, les liens politiques, les liens de coopération et les liens de solidarité entre nos deux pays pour faire face aux défis internes, mais à la fois aux défis au niveau de nos régions sur le plan international, comment travailler ensemble. Les deux chefs d'État ont convenu de renforcer davantage la coopération économique entre nos deux pays. Vous savez qu'il y a déjà un accord qui établit une commission mixte de coopération entre le Mali et le Soudan. Les deux chefs d'État ont convenu d'appeler à une première réunion de cette commission mixte avant la fin du semestre pour pouvoir regarder dans un certain nombre de domaines du développement économique, le commerce, le transport, y compris le transport aérien, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, parce que aussi beaucoup d'étudiants maliens ont été formés aussi dans l'université africaine au niveau du Soudan, dans le domaine minier, comme dans le domaine du pétrole. Nous pensons qu'il y a beaucoup de possibilités d'échange. Donc la commission mixte va pouvoir travailler à identifier ces secteurs, à identifier des actions et des initiatives majeures qui viendront vraiment renforcer le travail et les échanges économiques et humains entre les deux pays.
voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 12 janvier 2025. En voici encore une fois les titres que nous avons développés. L'Éthiopie et la Somalie scellent officiellement leur réconciliation après plusieurs mois de tension. Le chef de l'État somalien a été reçu samedi avec les honneurs à Addis Abeba. L'ONU accuse les rebelles congolais du M23 de perturber le marché des minerais par des exportations illégales vers le Rwanda. Un groupe d'experts a publié un rapport ciblant notamment les mines de Rubaya sous le contrôle des rebelles soutenus par le Rwanda. Le Mali et le Soudan s'engagent à coopérer dans le domaine et surtout de la sécurité. Le chef du Conseil soudanais souverain a effectué ce week-end un déplacement bien remarqué à Bamako. Le nouveau président ghanéen est entré officiellement en fonction mardi. John Dramani Mahama s'est engagé à stimuler l'économie et à créer des emplois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 12 janvier 2025. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dimanche prochain, ce sera le 19 janvier 2025. D'ici là, portez-vous bien et passez une très excellente semaine. Au revoir et à bientôt.